Allez, merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous. On va donc parler, comme annoncé, du sexisme ce soir dans M, du sexisme dans les milieux artistiques tout particulièrement. Puis on élargira la discussion aux autres milieux, bien entendu, puisque ça ne s'arrête pas aux portes du théâtre. Alors le scandale de l'affaire Weinstein, vous le savez, on en parle beaucoup. Et depuis un certain temps, il a fait des vagues un petit peu partout, jusque dans un certain théâtre des Marolles, au cœur ici de Bruxelles. Pour en parler avec nous, Pauline Rosy. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Merci d'être là. Valérie Beauchot, comédienne. Bonsoir Valérie. Bonsoir. On vous connaît bien. Michael Delanois, directeur du théâtre du Rideau de Bruxelles. Merci d'être là également, Michael. Et puis Christian Jacques, bonsoir. Christian, bonsoir. Vous êtes journaliste et puis ex-administrateur du théâtre des Tanneurs dont on va parler. C'est pour ça que vous êtes ici ce soir. Alors, ce théâtre des Tanneurs, tout a commencé il y a une semaine, plus ou moins. C'était dans le journal Le Soir, c'était le 18 novembre, une enquête autour du directeur des Tanneurs, David Strasberg, directeur depuis 2009. Il avait été engagé alors que le CA était au courant déjà de problèmes de harcèlement sur une de ses élèves à l'INSAS lorsqu'il était professeur. Un autre incident de harcèlement aurait eu lieu un petit peu après à Avignon. Et puis un nouvel incident, c'était en 2014 à l'intérieur même des Tanneurs. Et là, Pauline, c'est vous et une de vos collègues qui étaient directement visées. Ça durait depuis un petit temps, vous pouvez nous raconter? Vous étiez administratrice à l'époque. Oui, c'est ça, j'étais administratrice, effectivement. Ça durait depuis 3 ans en fait, puisque il s'agit d'une accumulation de faits, oui, caractérisés par des messages déplacés, déstabilisants, des intimidations qui ont été même jusqu'à des menaces de me pourrir la vie et de briser ma carrière. Vous étiez déjà plainte auprès de lui tout d'abord, j'imagine, et puis auprès de vos collègues. Comment ça se passait? À qui on s'adresse dans ces cas-là? Plainte auprès de lui, oui, évidemment. Plein de fois, oui. je lui ai exprimé que ces messages ne me convenaient pas, que ces mails qui remettaient en cause mon travail, puis des mails d'excuses dès le lendemain, étaient tout à fait déstabilisants. Il semblait les entendre sur le coup, et puis ça arrivait de nouveau 1 mois ou 3 semaines après. Voilà, maintenant, dans ces circonstances-là, la procédure est de se référer directement à la personne de confiance inscrite dans le règlement de travail. Ouais. C'est ce que vous avez fait, j'imagine. Vous avez été trouver une autre personne? Oui, à qui j'avais pu en parler plusieurs fois, mais qui malheureusement ne nous entendait pas, en fait. N'entendait pas que ce qu'on pouvait vivre pouvait éventuellement, en tout cas, être caractérisé comme du harcèlement moral. Pourquoi, dans votre point de vue, pourquoi elle ne vous entendait pas? Elle était aussi sous une certaine emprise de ce directeur ou pas? C'est ce que je dirais. Je pense qu'elle avait peut-être aussi peur ou aussi peut-être vécu des choses qui fait qu'elle n'était pas à l'aise avec sa position de personne de confiance, ouais, qui est assez particulière. Alors la situation va empirer, j'imagine. Les contacts vont être de plus en plus froids, voire glaciales, jusqu'à une certaine réunion où là, la colère, les mots un peu forts vont sortir, c'est ça? Voilà, exactement. On était 2 à une simple réunion de travail pendant laquelle il nous a hurlé et chassé de son bureau. Enfin, il nous a assommé de sortir de son bureau sous peine de dérailler. Nous sommes sortis du théâtre, et puis là, c'était des menaces de nous pourrir la vie, de nous licencier pour faute grave. C'était quoi, des SMS que vous receviez, des messages? Il y a eu d'abord un message où il disait qu'il allait contacter un avocat pour nous rédiger un avertissement pour abandon de poste de travail. Et puis j'ai eu 3 coups de téléphone pour me dire qu'il allait me pourrir la vie, et donc qu'il allait me briser ma carrière. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite, Pauline? Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, très rapidement, nous avons contacté une personne du conseil d'administration qui a dit qu'elle allait nous aider. Nous sommes allés... c'est Rita Gleaner? C'est ça, c'est Rita Gleaner, exactement. La cité? Oui. Nous sommes allés à la médecine du travail aussi, où là, on nous a expliqué que si on portait plainte pour harcèlement moral, on serait protégé contre le licenciement pour les faits qui sont dans la plainte. C'est-à-dire que pendant 1 an, on ne pouvait plus... pardon, je suis... Travailler, vous étiez voilà, sans travail. En fait, on aurait dû, pendant 1 an, prolonger notre certificat maladie. 1 an, quand on a 29 ans, c'est très long, évidemment. Hein. Exactement, c'est très long. Devoir mettre sa carrière entre parenthèses, c'était à ce moment-là. Et finalement, vous avez reçu une lettre de licenciement chez vous, à la maison? Voilà, au bout de 10 jours, après avoir contacté plusieurs fois le conseil d'administration en leur demandant de les rencontrer pour pouvoir expliquer notre version des faits, on a fini par être licenciés. Alors là, moi je me tourne vers vous, Christian Jacques, parce qu'il y a un problème vis-à-vis dans cette situation par rapport au conseil d'administration. Vous êtes un ancien administrateur, c'est-à-dire que... le vice-président.
Oui. Alors, je suis au tanneur, administrateur des tanneurs depuis 2002. Oui. Et vous avez tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps? Attendez, ce qui est intéressant, c'est de voir le fonctionnement en fonction de la personnalité du président du conseil d'administration, puisque le président ou la présidente, on a eu d'abord une présidente, Marie-Paul Godin, qui était une personne à la fois pleine d'autorité, une personne du secteur culturel respectée et qui avait une étiquette politique. Mais à la limite, l'étiquette politique ne comptait pas. Ce qui comptait, c'était le bien-être du théâtre. On a vécu des crises fortes. Mais on pouvait discuter. Et on pouvait discuter. C'était un esprit d'équipe. Et quand M. Mayer est arrivé, c'était fini. Il décidait de tout le temps, sans consulter jamais son bureau. Il avait raison, par définition. Et il était... Alors, quand il dit ce matin à une collègue de la RTB qu'il n'était pas... il a vu ça de loin, c'est un mensonge. Vous parlez de l'affaire dont on vient de parler. Hein, c'est un mensonge. Il était hyper présent, lui et sa secrétaire, qui était Madame Gliner, et qui était en même temps, il était bourgmestre de Bruxelles, très important, ça change tout à fait l'homme, c'est non seulement un homme politique, mais le bourgmestre de Bruxelles, et quel bourgmestre de Bruxelles, donc il est omnipotent. On va essayer de rester quand même sur cette affaire. Je tiens à dire d'ailleurs qu'il y a une présomption d'innocence, hein, bien sûr, par rapport à David Strasberg, donc on entend les témoignages, on entend les éléments, mais pour l'instant, il faut garder cette présomption d'innocence, c'est très important. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce CERN? On ne vous a pas écouté, vous avez recueilli les témoignages de Pauline et d'autres? Moi je voudrais curieusement mettre M. Strasberg sur le côté pour le moment. Pourquoi? Parce que M. Strasberg n'aurait pas pu commettre autant d'indélicatesse, comme on disait au XVIIIe siècle, vis-à-vis de tant de jeunes filles qu'il a cassées. Je me pèse mes mots, j'ai vu 3 jeunes femmes cassées. C'est la première fois que je vois Pauline depuis les événements. Parce que quand on est brisé de l'intérieur, elle pour l'avoir subi, et moi pour avoir subi l'humiliation de ne pas être compris par le conseil d'administration, c'est très dur. Je reviens au fait. Normalement, un conseil d'administration et son bureau, ça se réunit de manière collégiale. Elle m'a envoyé une lettre au bout de 10 jours, enfin envoyée au bureau. Ben, je n'ai rien pu faire puisqu'il avait pris toutes les décisions et que comme elles avaient osé prendre un avocat, ce qui est un acte de guerre, quand vous prenez un pistolet d'alerte, moi j'appelle ça un pistolet d'alerte pour faire image, un avocat, pour dire attention, je me défends. Hein. Bon, c'est pas une raison pour dire alors je ne discute plus. Et c'est ça le problème. Et donc quand notre pauvre conseil d'administration a pu réfléchir au sujet, il était trop tard. C'était judiciarisé et je n'ai pu que, en conseil d'administration général et pas en bureau, essayer de lier tous les cas pour montrer qu'il y avait un problème. Un problème de harcèlement moral, harcèlement sexuel aussi. Vous avez vécu ce qu'on appelle un harcèlement sexuel aussi? Ça peut aller jusque-là? Ça a été avec le directeur des tanneurs? Je dirais... Je suis toujours gênée par le mot sexuel, puisqu'on n'est pas dans le cas de l'affaire Weinstein. Je dirais qu'il y a eu une phase de séduction, en tout cas, avec des propos très déplacés, des invitations ambiguës. Il venait très régulièrement dans mon bureau pour me dire à quel point il regrettait de ne pas avoir vécu de passion amoureuse avec moi. Voilà, il y a eu des gestes déplacés, des messages au milieu de la nuit pour me dire « je t'adore, mais je ne sais pas pourquoi ». Est-ce que c'est du harcèlement sexuel? Il a malgré tout été reconduit pour un 2e mandat. Vous avez démissionné à ce moment-là, Christian Jade? La deuxième chose que j'ai reproché à M. Mayer, c'est ceci, c'est que il y avait 3 affaires qui étaient parvenues à nos oreilles. Il a refusé... Donc l'affaire de l'Insas? L'affaire de l'Insas, qui nous avait été... qui soi-disant appartenait qu'à l'Insas. C'est faux. Parce que donc il est nommé... harcèlement sur une étudiante. Attendez, on va voir la chronologie, très important. David est nommé en 2009 en pleine affaire Insas. Bon, donc on harcèlement ignore... sur une étudiante, c'est ça? Comment? Harcèlement sur une de ces étudiantes. Harcèlement, ah oui, alors, et j'ai un dossier de 40 pages qu'ils ont refusé. J'ai signalé que j'avais sur cette affaire un dossier de 40 pages et que c'était ça nous concernait, puisqu'en 2010, quand M. Strasberg était devenu directeur, il a relancé cette malheureuse qui a déposé plainte à la police. Donc, ça nous concernait. Tout à fait. Et la 3e affaire aussi, puisqu'elle se passait au Don, mais c'était nous. Et donc, ils ont refusé de lier le tout et d'y voir des symptômes d'une dangerosité de la part de M. Strasberg. Mais à la limite,
je dirais qu'il y a des explications psychologiques, il faut le soigner quelque part. Et donc, il a dit dans l'interview, en tout cas du soir, qu'il a donné à Catherine Macrel et à Jean-Marie Winant qu'il comptait se soigner. Écoutez, j'écoute, depuis le temps que je le connais, c'est toujours la même chanson, et ça ne change rien. Et le coach, dont question dans l'article de Catherine Macrel, ce coach, j'aimerais bien qu'un journaliste d'investigation ou un journaliste tout simple aille voir où il est ce coach, qu'est-ce qu'il fait et comment le conseil d'administration en tient compte. Parce que si le conseil d'administration a tant de pouvoir que de montant, c'est pas grand-chose. Michael Delaunoy, vous êtes directeur du Rideau de Bruxelles, vous avez un conseil d'administration aussi, je signale qu'il est apolitique. Quels sont les rapports d'un conseil d'administration avec un directeur quand il y a un problème, s'il y a un dérapage chez vous, comment ça se passe ? Mais d'abord, on est au niveau de la direction, on est deux. Il y a une secrétaire générale et moi. Donc, je construis le projet artistique, mais il doit être validé par la secrétaire générale. Et puis après, il doit être validé par le conseil d'administration. Pas du tout sur les choix artistiques, mais sur la faisabilité financière. Donc, il y a des garde-fous. C'est très important qu'il y en ait. Mais sur les problèmes moraux ou voire sexuels ? Alors, c'est pas encore arrivé chez nous, mais si ça arrivait, évidemment que le conseil d'administration serait saisi de la chose. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que il est facile pour un travailleur d'aller trouver le conseil d'administration. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il est très difficile d'aller en justice pour une victime. Il est très difficile d'aller trouver un conseil d'administration. Donc, est-ce que les bons outils sont en place aujourd'hui ? Parce qu'évidemment, si demain, David Strasberg est mis à pied et qu'on ne fait rien d'autre, rien ne changera, évidemment. Donc, il faut maintenant tout de suite élargir cette question. Et moi, je suis directeur et je suis aussi président d'une association d'employeurs, la Compéas. Donc, évidemment, employeurs du monde du théâtre. Du monde du théâtre. Donc, c'est évidemment des questions qui nous interpellent. Cette affaire, elle a eu lieu pendant que nous étions tous à la direction des théâtres. Donc c'est interpellant. Valérie Beauchot, vous êtes comédienne, on vous connaît bien à Bruxelles et ailleurs. Ce genre de situation, ça vous laisse quoi comme sentiment ? Si vous aviez un problème, vous sauriez à qui vous adresser, par exemple ? Compliqué, hein ? J'espère aujourd'hui que j'aurai la force de le faire et que je n'ai plus peur. Mais c'est peut-être lié à un certain âge qu'arrive... un endroit où je ne dois plus... Mais évidemment. On ressent à travers Pauline qui a beaucoup de courage de venir parler ici. Et d'autres... Énormément de courage. En plus, ce métier est aussi lié, il faut le dire, au désir. On ne fait pas un métier comme ça, sans passion, sans désir. Donc tout est très... La limite est toujours très, très friable. Et se mettre à pied d'une institution parce que tout d'un coup, on tape sur la table et on dit non, ça ne se fait pas... Tout le monde a peur de le faire. Les jeunes comédiennes encore plus, forcément. Parce que quoi, on veut rester dans le circuit et on se dit si on parle... Parce qu'on veut jouer. On veut jouer. Ça, mais rester dans le circuit, ça veut dire que si on parle, on sort du circuit. C'est un petit milieu quand même, non, Michael Delaunoy ? Il ne faut jamais oublier que les comédiens, une bonne part des techniciens et aussi, plus modestement, un certain nombre de postes administratifs travaillent avec des contrats précaires. Ce sont des contrats à durée déterminée. Il faut tout le temps rechercher du travail. Donc, ces gens sont moins protégés que des CDI. Ça, il faut vraiment se représenter ça. Et donc, ça peut amener un rapport un peu féodal entre celui qui a le pouvoir et celui qui vient demander. Ça explique la fragilité. On se sent fragile, on ne sait pas à qui parler. C'est compliqué d'aller voir un conseil d'administration, comme le disait Christian Jade tout à l'heure. C'est très compliqué. Il y a énormément de barrières entre les employés et le conseil d'administration. Avant d'être administratrice, je n'avais jamais rencontré personne du conseil d'administration du théâtre des Tanneurs, alors que j'y travaillais déjà depuis 2 ans. Ça paraît incroyable, ça. C'est comme ça, les réunions sont faites le soir, à des moments où les employés ne sont pas là, il n'y a aucun moment de rencontre, on n'a pas les numéros de téléphone, on n'a aucun moyen de... Chez vous aussi, vous confirmez ? De les rencontrer. Je confirme que j'ai eu une discussion récemment avec une employée de chez nous qui disait, mais au fond, nous, on ne rencontre jamais le conseil d'administration. C'est vrai, ça se passe le soir, les employés sont partis, et il faut réfléchir à ça. C'est 2 mondes, vous étiez dans un CA, vous êtes dans d'autres CA, voilà, vous... Mais écoutez, moi je ne peux parler que de ce que je connais et je sais qu'un conseil d'administration, en fonction de l'esprit d'équipe qui règne et de la personne qui le préside surtout, qui a un rôle majuscule, selon que c'est une personne qui a qui a de la bienveillance au départ et qui a le sens du dialogue, ça va. Si, comme M. Mayer, on se bute sur soi-même et que personne n'a droit à la parole. Alors là, ça ne passe pas. Quand elle essaye de passer par nous, M. Rechka et moi-même, le comité exécutif, et qu'on ne nous entend pas, on ne permet pas de la rencontrer. Et au conseil d'administration, le grand conseil a 13 personnes non plus. Et sur ces 13 personnes, il y en a 7 politiques.
opposition ou pas, elles étaient toutes, et 4 femmes qui étaient toutes pour M. Mayer aussi. Il y a une réaction politique quand même, celle de la ministre Alda Guerreoli, parce qu'elle était interpellée suite à une lettre que vous avez co-signée. Vous êtes 300, je crois. Oui, et ça continue à monter. Et elle a réagi hier au Parlement, assez rapidement, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je propose de regarder un court extrait de sa réaction. 1. Que mon administration diligente dans les plus brefs délais cette enquête. 2. Un second courrier est à ma signature cet après-midi, lorsque je rentrerai du Parlement, pour demander à la présidente du conseil d'administration ce qu'elle compte prendre comme mesure suite à ces informations qu'elle ne peut plus non plus ignorer, pour le cas où elle les ignorait avant. Et donc j'attends de savoir quelles sont les décisions du conseil d'administration. Et 3, dans l'attente d'y voir plus clair, sachez que j'ai suspendu la signature du contrat programme des tanneurs. Voilà, donc c'est une suspension, hein, ça veut dire que ce n'est pas une suppression, c'est une suspension, c'est une bonne solution selon vous? Je ne sais pas qui veut réagir, Mickaël. Ça donne un cadre, voilà, je trouve qu'elle réagit immédiatement, elle donne un cadre. C'est aussi à de réagir maintenant peut-être? Je pense que c'est aussi à prendre ses responsabilités, ça c'est certain. Est-ce que ça ne met pas en porte-à-faux le personnel, parce qu'il y a du personnel là derrière aussi. Moi je pense beaucoup au personnel, effectivement, ce sont des... Vous les connaissez, Paulina, c'est des gens qui travaillent là, c'est leur job quoi. Oui, mais il n'est pas question de mettre fin au théâtre des tanneurs, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un avertissement très fort que Alda Guerreoli fait, et je trouve avec une rapidité, une efficacité qui vraiment nous a toutes fait plaisir, parce que la lettre a été envoyée avant-hier. Et le lendemain matin, à la première heure, on avait déjà une lettre de sa part disant qu'elle serait très très attentive à cette situation qui la désolait. Donc elle va permettre d'ouvrir le débat et qu'on ne reste pas sur David Strosberg, mais sur la responsabilité d'un CA. Alors, parce que, très rapidement. Très rapidement, c'est-à-dire que la ministre fait preuve d'autorité. Oui. Monsieur Mayer est plus que capable d'autorité. Oui. David Strosberg, chaque fois qu'il est menacé par un procès, par la loi, par la justice, par la police, il est quoi ? Il ne poursuit plus. Si M. Mayer avait utilisé son autorité plus que naturelle à le menacer, lui, plutôt qu'à jeter ces malheureuses, alors il aurait été utile et je tirerais mon chapeau. À ce moment-là. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que M. Mayer n'est plus, évidemment, président, avec tout ce qui s'est passé aussi, président de ce conseil d'administration. Il n'est plus au Varia non plus, d'ailleurs, puisqu'il était au Varia, c'est Caroline Désir, je crois, qu'il le remplace à la présidence. On va enchaîner parce que, malheureusement, le sexisme, ça déborde aussi, et on le sait, le domaine du théâtre et du spectacle. On va accueillir Laurence Rosier, juste après un très court extrait. Je voulais vous le montrer, c'est un morceau qui s'appelle le 23 février. Il est signé King Child, c'est tiré d'un très bel album Meredith. Ce sont des Bruxellois, regardez. Don't you go to people your wrist doesn't worth the read. Don't let go. Oh, what you want? Tell me, oh, what you want? Baby, baby, please, where we go? Blowing out to wave the crowd. I don't wanna lose control. Burning down a million vows. Voilà, 23 février de King Child, très bel album que je vous conseille. Laurence Rosier nous a rejointe. Bonsoir, vous êtes prof de linguistique. Vous sortez un livre sur de l'insulte aux femmes. Femme est écrite, de l'insulte, 3 petits points aux femmes, parce que c'est vraiment vers ça que vous dirigez. Et vous dites au commencement était la pisseuse. Ça, c'est la première phrase du livre. C'est terrible, ça. Mais c'est une anecdote. C'est une amie qui avait eu 2 garçons. Et puis elle me dit, on m'a jamais dit ça. Et à partir du moment où elle a attendu une fille, c'est-à-dire même avant de naître, quelque part, la fille est déjà stigmatisée par un nom qui n'est pas... alors qui peut paraître un peu parfois sympathique et affectueux. Mais quand même, quand on y réfléchit, c'est un mot stigmatisé. Bien sûr, c'est comme si elle était déclassée avant de naître. Voilà, tout à fait. C'est terrible, ça. C'est glaçant, en fait. Oui, mais... après, vous pouvez aller évidemment jusqu'à la mort. Je parle de Margaret Thatcher, on a dansé sur sa tombe. Alors tout le monde était content parce qu'on se dit, voilà, un suppôt du capitaliste qui est mort. Mais en même temps, on peut s'interroger, le tabou de la mort. Alors est-ce qu'on fait la même chose avec les hommes ? Je ne le crois pas. Vous avez suivi plusieurs personnages dans ce livre, des très connus, très illustres, des moins connus, donc de femmes, bien sûr, qui se sont fait royalement insulter, c'est ça ? Oui, ça va de Marguerite Duras, je crois, à Georges Sand. Voilà, j'ai pris
pris les écrivaines, et c'est vrai que voilà, elles se font encore beaucoup insulter. J'ai pris aussi des personnes un peu plus anonymes, mais qui à un moment étaient sur le devant de la scène publique, comme Raymond de la syndicaliste. Oui, on s'en souvient. On s'en souvient. J'ai pris Nabila parce que c'est le bouc émissaire de la télé-réalité. Est-ce que ça justifie pour autant les torrents d'insultes qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux? Vous étiez commissaire d'une expo qu'on avait suivie ici, c'était à l'ULB, ça s'appelait Salope et autres noms d'oiselles. Oui, c'est bien ça. Elle avait été bien ressentie, cette expo. On avait l'impression que les choses étaient en train de bouger. Oui, tout à fait. Bon, disons qu'en novembre 2015, il y a eu les attentats de Paris, donc il y avait une actualité plus chaude. Oui. Mais là, on l'a remonté à Paris en septembre, et là, ça a été l'explosion, parce qu'évidemment, il y avait l'affaire Weinstein, etc. Mais c'était en même temps toute la parole qui se libérait, et donc du coup, c'est vrai que cette expo a parlé aux gens. Les insultes, Valérie Beauchot, vous en avez vécu, vous, dans votre carrière, ou des jalousies mal exprimées? Ça oui, bien sûr. Ça fait comme je le disais tout à l'heure, ça fait partie du métier, ça fait partie de cet endroit où on nous demande sur un plateau d'être entièrement à nu, de se vider complètement. Et donc, forcément, il y a des moments très impudiques et dont on peut profiter. Mais ça fait partie du métier, jusqu'à une certaine limite. Et l'important, c'est de savoir décoder la limite et de pouvoir y mettre fin, d'avoir du coup le pouvoir de la parole. Et là, c'est le rôle d'un metteur en scène, d'un directeur de théâtre, de dire stop, là maintenant, ça va trop loin. Michael Delaunay, il faut être attentif à ça. Quand on dit oui, mais c'est un peu ambigu, c'est un métier un peu ambigu, on sait très bien quand c'est clair ou quand ça n'est pas clair. Je pense. Voilà. Quand un metteur en scène vous met en confiance, quand il y a une confiance, l'acteur est prêt à faire beaucoup de choses parce qu'il sait qu'il est en confiance. Voilà. La question de la nudité, par exemple, c'est jamais facile de se mettre à poil sur un plateau. Si c'est clair, si c'est sain, il n'y a aucun problème. Les gens qui disent comment vous faites pour vous embrasser sur scène, c'est très facile s'il n'y a pas d'ambiguïté. Et le metteur en scène est celui qui est garant de ça. Il doit mettre le cadre. Il faut qu'il soit là, c'est ça. Laurence Rosier, il y a des métiers plus fragiles. Vous parliez d'écrivaine, comédienne aussi, peut-être les métiers artistiques finalement, non? Oui, mais c'est ça quand on s'expose, de toute façon. Mais dans l'ensemble des milieux professionnels, aujourd'hui, on avait une journée à l'ULB sur la prévention du sexisme et du harcèlement, parce qu'on est dans des rapports de domination et de pouvoir. Et donc, fatalement, on peut être fragilisé aussi par ces questions-là, comme on le disait. C'est-à-dire, on a peur de perdre son emploi. Et donc, il y a des tas de choses qu'on intériorise. Et c'est vrai qu'il y a toute une série. Le harcèlement, c'est en fait un ensemble de conduites intrusives, où il n'y a pas de consentement. Et ça, on sait assez vite soit ce qu'on ne veut pas. Le problème, c'est quand on doit le faire comprendre à l'autre. Bah oui. Les choses bougent quand même. Il y a, depuis l'affaire Weinstein, cette malheureuse affaire, enfin, il y a eu le hashtag Balance ton port, hashtag MeToo, etc. On sent qu'il y a quand même une société qui est en train de bouger. Je ne sais pas, Christian Jal. Oui, mais ce qui me fait peur, c'est deux choses dans cette histoire. C'est que le modèle Weinstein n'est pas le même. C'est pas le même, c'est une caricature. Oui. Et dans le cas qui nous occupe, le directeur des tanneurs, c'est pas du tout le même profil, mais c'est presque aussi nuisible, vous voyez. Oui. Et les gens ont difficile à comprendre que comment dirais-je, la manière dont un directeur exerce son pouvoir sur vous, c'est pas le modèle Weinstein, mais ça peut être plus sournois. Mais on en parle. Est-ce qu'il y aurait eu cet article dans le soir s'il n'y avait pas eu l'affaire Weinstein? Est-ce qu'on aurait continué à faire du silence? Vous dites non, Michael Delaunay. Je suis persuadé qu'il n'y aurait pas. Non, ça a été une espèce de feu vert à une série de choses. Oui, je pense. Nous étions quand même plusieurs comédiennes à se dire il est temps de faire quelque chose. Mais comment? Et donc on était en train de réfléchir à ça et en se disant on ne peut pas continuer à laisser cette situation exister, c'est de l'argent public, c'est un théâtre auquel tout le monde doit avoir accès et ne pas pouvoir franchir la porte de ce théâtre parce qu'on a peur, parce qu'on est contre la personne, ce n'est pas tenable. Donc il fallait aller faire quelque chose. Voilà. Et à ce moment-là est sortie l'affaire Weinstein, Catherine Macrel nous a appelés et en fait je crois que tout s'est mis en route et ce nom est revenu tout le temps. Et je suis bien d'accord avec vous qu'il ne faut en tous les cas pas victimiser démesurément l'homme, mais par contre poser définitivement les questions de pourquoi le CA s'est tu, a étouffé l'affaire, parce que ça c'est toute la société qui est mise en cause. C'est très compliqué d'avoir des personnes du CA. Christian Jade est là parce que c'est un ex du CA. Pauline, comment ça va aujourd'hui? Vous ne travaillez plus du tout dans le théâtre, dans le monde du théâtre? Non. Non, il y a 3 ans et demi, donc à ce moment-là, ça a été très difficile. J'ai mis quand même quelques mois à me remettre de tout ça. Et puis j'ai eu quelques propositions d'emploi dans le secteur culturel, de part de metteurs en scène. Mais en fait, à chaque fois que je me projetais dans cet emploi, de nouveau dans ce milieu-là qui m'avait complètement isolée, effacée, niée, c'était impossible.
voilà, donc aujourd'hui je suis indépendante et j'éprouve une belle satisfaction à travailler pour moi-même. Ça fait plaisir d'entendre ça, et en même temps c'est dur. On a l'impression que voilà, vous êtes blessé pour longtemps. Mickaël, qu'est-ce que vous en pensez? C'est des phrases dures qu'on vient d'entendre. Hein. Oui, bah, dans ce cas-là, moi j'écoute. Hein. Ouais. C'est difficile de dire quoi que ce soit par rapport à ça. Très brièvement, il faut clôturer. Oui. Zoé, elle a été cassée. Zoé, donc ça c'est la fille d'Assas. Oui. Et Myriam, elle s'en est tirée justement en fonction de ce que je vous disais. C'est une femme forte qui s'est défendue, qui était en justice, qui a pu se battre. Mais avec des gens entre 25 et 30 ans, elles sont pauvres, elles sont fragiles. Ouais. Et quand quelqu'un en profite devant moi et qu'un président du conseil d'administration refuse de prendre cette fragilité en compte et d'agir comme un être humain, alors ça pose problème. Et ça m'a aussi déprimé. J'imagine. Merci à tous d'être venus. Merci infiniment, Pauline, pour votre témoignage. On sait que c'est pas facile de parler de tout ça. Merci aussi, Laurence Rosier. Je rappelle votre livre de l'insulte aux femmes. C'est un livre qu'il faut absolument lire. Ça nous apprend plein de choses sur ce qu'ont vécu effectivement toutes ces femmes et ce flot d'insultes qui malheureusement est encore d'actualité. Je signale également ce samedi, on reste un petit peu dans le même domaine, c'est une manif. Vous y participerez, j'espère. 90 associations fédérées sur une même plateforme qui s'appelle Mirabal. Mirabal, c'est 3 sœurs qui avaient été assassinées en République dominicaine en 1960 pour justement leur militance féministe. C'est une manifestation qui aura lieu ce samedi avec beaucoup de gens dans la rue à partir de la gare du Nord vers 14h. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. On se retrouve demain. Ce sera Sabine Ringelem qui présentera ce magazine. Bonsoir.